Merci beaucoup pour cet exposé extrêmement clair et extrêmement éclairant. Il y a énormément de choses que vous avez dites. Je pense tout ce qui tourne autour de l'enforcement, enforcement, hein, de Foucault. Mais alors c'est amusant parce que ce que vous dites est plus clair que ce que j'ai lu dans Foucault. Foucault tourne autour de ça, mais on a l'impression qu'il n'arrive pas à... c'est mon sentiment gros 79. Il en a saisi l'intuition. Mais je trouve que c'est effectivement très éclairant. Alors, on pourrait faire lien, mais j'en dis pas plus, on va ouvrir le débat, avec ce qu'on pourrait appeler la mondialisation académique. Parce que dans le fond, on assiste actuellement, du fait de l'influence des sciences politiques, de l'influence politique américaine, mais on trouve la même chose en criminologie. On trouve ça dans beaucoup de... C'est-à-dire qu'il y a un piège pour les sciences sociales. Sciences sociales, j'entends, hein, c'est-à-dire pas les sciences morales, hein, les sciences sociales. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est que la criminologie? C'est ce qui marche en criminologie. Et donc, ce qui est quantifiable. Qu'est-ce que c'est que la science politique? C'est what works. C'est la what works policy. Et ça veut dire qu'on va avoir on a une majoration des sciences sociales quantitativistes qui se résume à ce qu'elles peuvent allonger comme chiffre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je pense qu'il y a actuellement, moi je le sens, je pense qu'il y a une disqualification d'une pensée pour ce qu'elle est, une idée qui ne serait pas vérifiable immédiatement comme un état transformateur ou déjà transformé de la société. Je ne sais pas si vous ressentez cette difficulté, mais je trouve que c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, voilà. Je peux continuer, mais je m'arrête là pour ne pas monopoliser la parole, parce qu'il y a beaucoup d'autres éléments. Parce que l'action qui contraint, c'est la CRPC. En droit pénal, c'est le plea bargaining à la française. Voilà, vous l'avez fait. Maintenant, vous êtes. La contrainte n'est pas la contrainte de la loi, et la contrainte de ce que vous avez fait est complètement différent. Et vous êtes contraint vous-même. C'est un système sans extériorité. Donc, tirez les conclusions de la contrainte que vous vous êtes imposée vous-même en transformant la réalité de votre fait. C'est ça le demande de la... Just do it. Just do it. Voilà. Tirez les conclusions, parce que ce qui vous contraint, c'est la réalité. Alors, des réflexions, des observations, des commentaires, des approbations, oui. Alors, présentez-vous peut-être. Oui, bien sûr. Mon nom c'est Antoine Payon, et je suis journaliste au Journal de la Croix. C'est une question, en fait. C'est quel peut-être, dans la généalogie là, qui a été dessinée, surtout le passage de Bentham de l'utilitarisme au néolibéralisme, qu'est-ce qui va se jouer dans la question de la transparence par rapport aux critères de la rationalité du marché, c'est-à-dire de la rationalité de la concurrence? Qu'est-ce que cette rationalité du marché et de la concurrence qui s'introduit, ou qui est introduite dans le fonctionnement de l'État, soit en mise en concurrence par rapport des services publics, par rapport à des services privés, soit la mise en concurrence interne des services de l'État, qu'est-ce que ça introduit, qu'est-ce que ça diffuse, soit de transparence, soit au contraire d'opacité. Et en arrière-pensée évidemment à cette question, c'est est-ce que dans cette éventuelle opacité créée par ce fonctionnement, selon la rationalité du marché et la rationalité de la concurrence, est-ce que c'est pas là que peut se jouer eh bien, ce qui est normalement qu'on veut éviter, c'est-à-dire l'achat de l'acte public, l'achat de l'acte fonctionnaire, l'achat de... Est-ce que, je voudrais avoir votre sentiment là-dessus, est-ce que nous sommes aujourd'hui dans un système qui réellement met en œuvre et à plein et à fond ces principes de la rationalité du marché et de la concurrence, y compris dans la République, au sens des services de l'État,
voire les élus, voire les personnels politiques. Qu'est-ce que ça produit du point de vue soit de la transparence, qui est fantasmée par la ou au contraire d'une opacité supplémentaire? Oui, tout de suite, oui. Ça fait plus... Bon, la question est en effet importante dans la mesure où elle porte justement sur la notion de transparence elle-même. Alors, il y a plusieurs manières de considérer cette notion-là. Il y a une opposition entre l'exigence de transparence et l'exigence de préservation de l'intime. Il m'est arrivé, par exemple, de lire un ouvrage écrit par un psychanalyste où il était question justement de cette opposition entre la transparence et l'intime, et donc la critique de la transparence se faisait au nom de la préservation de l'intime, ce qui est assez classique dans un certain discours psychanalytique, même psychologique plus généralement. Donc il y a plusieurs choses qui sont en jeu. Quand on parle de la transparence ici, on parle de la transparence donc au regard d'une norme qui est celle de la concurrence. Donc la réaction par rapport à cette exigence de transparence peut être extrêmement diverse. Vous avez des gens qui la refusent purement et simplement, pour des considérations qui peuvent être elles-mêmes extrêmement diverses. Et puis vous avez des gens, et vous avez d'ailleurs un nombre croissant de gens, qui considèrent que finalement il n'y a là rien de particulièrement déraisonnable, dans la mesure où, c'est un raisonnement qu'on entend tenir très souvent, seul celui qui a quelque chose à se reprocher peut être opposé à la transparence. C'est très fréquent aujourd'hui, il suffit vraiment de tendre l'oreille pour s'apercevoir que c'est un discours qui est extrêmement répandu. Alors le problème, c'est de savoir exactement ce qui se cache derrière l'exigence elle-même. Et donc, si c'est le fantasme de la transparence intégrale qui abolirait l'intime, alors à ce moment-là, évidemment, il ne peut être question que d'une opposition, enfin il me semble de mon point de vue, mais rares sont les avocats ou les partisans de la transparence, y compris de la transparence la plus acharnée, qui vont jusqu'à dire cela. La plupart du temps, ils considèrent que la transparence doit bien sûr s'arrêter dans certaines limites et qu'il n'est pas question de mettre, comment dirais-je, toute la vie privée des individus sous le projecteur qui est celui de cet éclairage. Néanmoins, en général, la plupart des gens, en tout cas, encore une fois, ne préconisent pas ce genre de système. Mais quand on réfléchit à la transparence, donc à l'exigence de transparence, sous l'angle limité, qui est celui de la rationalité concurrentielle, on peut avoir, me semble-t-il, deux ordres de réflexion. Un premier ordre de réflexion qui porte sur le point de savoir si cette rationalité est réellement mise en œuvre. Et le deuxième ordre de réflexion qui porte sur le point de savoir s'il est souhaitable que cela soit mis en œuvre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut être amené à réfléchir, y compris de façon critique, sur le fait que l'exigence de la transparence au nom de la concurrence, dont on fait beaucoup état, qui est brandie assez régulièrement, y compris dans des relations sociales très diverses, s'accompagne d'une non-mise en œuvre de la concurrence comme principe. On peut par exemple dire, jusqu'à un certain point, d'ailleurs, on peut trouver des fondements à cette appréciation-là. On peut tout à fait être amené à dire, par exemple, que dans les faits, l'économie, je ne parle que de l'économie, je ne parle même pas de l'État, ne fonctionne pas d'après le principe de la concurrence pure. Tout simplement parce que entre la concurrence pure et le régime de fonctionnement de l'économie dans les faits, il y a une distance qui est telle que la concurrence pure, pour ceux qui considèrent que c'est un idéal, reste justement une sorte d'exigence assez difficile à atteindre. Parce que les pratiques de monopole, etc., tout cela continue de prévaloir. Et de ce point de vue-là, il me semble que ce serait extrêmement naïf que de prendre le néolibéralisme au pied de la lettre et puis de dire « nous sommes dans une société de concurrence » et justement, je trouve ça complètement détestable parce que non, la société, en dépit des proclamations qui sont faites par les principaux représentants de ce courant, n'est pas une société de concurrence intégrale. Tant s'en faut, y compris dans le champ de l'économie. Alors, c'est particulièrement valable aussi concernant, bien sûr, les pratiques à l'intérieur de l'État. Donc, de ce point de vue-là, il y a une distance entre
ce qui est proclamé à titre d'objectif et d'autre part ce qui est atteint. Ce que je veux dire par là, c'est que, je ne sais pas moi, vous prenez par exemple la critique qui peut être faite du point de vue du néolibéralisme américain, des mesures prises par Sarkozy. C'est une critique qui, à ce moment-là, se fait au nom de l'efficience, c'est-à-dire précisément au nom du fait que, à supposer qu'une loi soit adoptée, elle doit être adoptée pour être appliquée. Donc si elle n'est pas appliquée, c'est que ça ne va pas. Précisément parce que la loi est faite pour être appliquée au sens d'un moyen tactique. Donc si elle n'est pas appliquée, c'est que justement elle ne se justifiait pas comme moyen tactique. Donc c'est qu'on n'aurait pas dû la promulguer. Et donc si on promulgue une loi qui n'est pas appliquée, alors comptez le nombre de lois qui ont été promulguées en l'espace de 5 ans, qui n'ont jamais reçu le moindre début d'application, en termes de décret par exemple, bon, vous avez une assez bonne idée de ce que pourrait être une critique néolibérale, par exemple, d'une politique qui se voulait jusqu'à un certain point néolibérale. Bon, à ce moment-là, ça consisterait à dire, en fait, la logique de l'efficience est complètement bafouée, même si on s'en réclame, on s'en revendique, dans les faits, c'est pas ça qui se passe. Et vous avez un second ordre de réflexion qui consiste donc à se demander, est-ce que finalement cela est souhaitable? Donc, deux niveaux très différents. C'est-à-dire, est-ce que la concurrence comme exigence, comme principe de rationalité, doit effectivement être étendue? Est-ce que c'est là quelque chose qu'il faut viser à toutes les activités, à tous les secteurs d'activité de la société, donc à l'État en interne et en même temps au secteur privé, bien sûr. Et là, bien évidemment, il faut se poser une question, enfin, je pense avoir contribué en tout cas à la poser, qui est de savoir si ça n'est pas quelque chose qui, à supposer que cela se diffuse, remettre en question l'essence même de la sphère publique. C'est-à-dire que toute la question à ce moment-là, c'est de savoir si une sphère publique qui est entièrement gouvernée par le principe de la concurrence est encore une sphère publique. C'est pour ça que je ferai une distinction entre deux ordres de réflexion. Donc la question de savoir si la concurrence se trouve réellement pratiquée à titre de principe général, je répondrai non. Et puis la deuxième question, est-ce que la concurrence doit être mise en place à titre de principe valant sans exception pour tous les secteurs d'activité? À cette question, je répondrai également non, mais pour des raisons assez différentes. Pour être très schématique, parce que je suppose qu'il y a d'autres... oui, je vais passer dessus de la parole à... Mais la réponse, me faisant l'avocat du diable, et en l'occurrence par la Cour suprême, ils disent non, mais non, parce que finalement, si la concurrence est véritablement déséconomicisée, elle va s'appliquer aux idées. Et l'espace public, qu'est-ce que c'est que d'autre que la mise en concurrence des idées pour définir la vertu de l'espace public? C'est l'idée de marketplace of ideas. Oui, alors, et donc en fait c'est ça. Donc en fait la barrière bon, qu'est-ce qu'on répond à ça? Alors d'abord il y a une confusion parce que ça vient du 19e siècle en l'occurrence, lorsque le droit de propriété a été codifié, en particulier dans les pays de l'Europe continentale, mais ils n'étaient pas les seuls. Dans la mesure où à ce moment-là, on a réfléchi à la propriété, on a réfléchi à son statut, et on a réfléchi en particulier à ce qui était volatile, à ce qui, justement, volatile du point de vue de la perméabilité, en tout cas de la difficulté d'imposer un certain nombre de frontières, notamment en ce qui concerne le commerce des idées, puisque précisément on utilisait depuis un certain temps déjà la métaphore du commerce des idées. Bon, mais quand on est amené à utiliser cette métaphore, en fait, ce qui importe, c'est en effet la liberté dans les échanges entre les individus, la liberté dans la transmission des idées, la liberté dans la communication des idées. Donc ça, c'est un point qui est tout à fait important, me semble-t-il. Mais toute la question est de savoir si c'est exactement la même chose que l'on entend ou que l'on signifie lorsqu'on parle de la concurrence comme norme étendue à l'ensemble de la sphère sociale. Parce qu'il y a une présentation de la concurrence qui est assez fréquente, en effet, qui consiste à dire finalement la concurrence c'est la liberté. Je me souviens très bien d'une réunion de présentation du livre dans laquelle quelqu'un était intervenu en disant voilà, ce soir j'avais le choix entre participer à votre réunion, pour écouter ce que vous aviez à dire sur la rationalité néolibérale et rester avec ma femme et mes enfants pour dîner en famille. J'ai choisi de venir vous écouter, donc j'ai fait un choix, donc ça c'est la concurrence. Alors évidemment, présenté de cette manière-là, mais c'est intéressant, en même temps des réflexions comme ça sont intéressantes parce qu'elles dévoilent. Parce qu'on a là quelque chose qui peut servir ensuite, comment dirais-je, de terrain de justification, justement, à l'érection de la concurrence en normes universelles valant à l'échelle de la société. Que faisons-nous? Nous ne faisons que ça, faire des choix. Donc nous choisissons, donc nous éliminons.
Donc c'est le principe de la concurrence. Donc c'est ce que nous faisons. Donc c'est ce que nous faisons lorsque nous commerçons avec les autres librement pour échanger des idées. C'est ce que nous faisons lorsque nous choisissons telle option plutôt que telle autre, par exemple un soir, alors que pour dîner en famille, de se rendre à une réunion, etc. Et c'est ce que nous faisons en fait dans la vie quotidienne. Donc en fait la concurrence se dévoile à ce moment-là dans ce genre de discours comme étant presque la règle implicite de toutes nos conduites. Et dans la mesure où elle se dévoile comme la règle implicite de toutes nos conduites, eh bien consacrons cette règle implicite en faisant une règle explicite. Et à ce moment-là, nous transformons la règle implicite qui nous gouverne tous dans nos conduites quotidiennes en règle valant à l'échelle de la société. À ce moment-là, présenté comme ça, c'est vrai que c'est innocent, c'est complètement innocent, et on se dit que, bon, toute proportion gardée, c'est un passage de l'implicite à l'explicite, si vous voulez, donc un passage qui est relativement innocent, ou en tout cas sans graves conséquences. Le problème, c'est que la concurrence, ce n'est pas la liberté. C'est le problème de fond sur lequel il vaut la peine de revenir, parce que tout à l'heure, j'ai dit en présentant justement la logique qui est celle du néolibéralisme, qu'il était question d'une contrainte, mais qui était très différente de la contrainte directe qu'exerce une volonté sur une autre volonté. Alors quand on impose un ordre, évidemment, on peut dire que jusqu'à un certain point, c'est une limitation de la liberté. On peut l'accepter, on peut au contraire la refuser, mais c'est une limitation de la liberté si on comprend la liberté au sens du pouvoir de faire ce que l'on veut, c'est-à-dire d'agir conformément à son désir ou à sa volonté. Mais si on considère la concurrence dans sa relation à des situations de concurrence, à ce moment-là, on commence à comprendre que la concurrence ne peut pas s'identifier au libre choix. Et donc ça, c'est justement une des grandes mystifications de l'école de la public choice dont j'ai parlé à la fin des années 60, que de présenter la concurrence comme s'identifiant au libre choix. Alors, on trouve la même présentation chez Friedman, on trouve la même présentation chez bon nombre d'économistes ou de philosophes du néolibéralisme, et je trouve que c'est justement sur cette confusion qu'il convient de s'arrêter, parce qu'elle est préjudiciable à une bonne intelligence de ce qui se passe aujourd'hui. Lorsque je disais à propos du rôle de l'État qu'il commence par contraindre, le cas échéant, en usant de violence, par mettre les individus dans une situation déterminée pour miser sur la logique des pratiques dans cette situation déterminée. Ça implique que, bien sûr, on ne demande pas aux individus « voulez-vous être mis dans une situation de concurrence ?» On les met dans une situation de concurrence. On leur dit « choisissez », certes, mais le choix est dérivé. Le choix n'est pas originaire. Ce que je veux dire par là, c'est que alors le choix de la situation, c'est peut-être quelque chose qui a été réfléchi par des stratèges ou par des tacticiens, mais vis-à-vis de ceux qui sont placés dans cette situation, ça n'est pas quelque chose qui est voulu. On les place dans une situation qu'ils n'ont pas choisie, et on leur demande de choisir dans une situation qu'ils n'ont pas choisie. Et on mise sur la contrainte de la situation qu'ils n'ont pas choisie pour obtenir d'eux qu'ils fassent ce qu'ils n'ont pas d'eux-mêmes choisi. Voilà. Ça, c'est exactement la rationalité de la concurrence. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, il m'apparaît qu'il y a un danger à ériger ça en norme valant à l'échelle de toute la société, précisément parce que ce n'est pas la même chose que le libre choix. C'est une simplification et même une déformation que de présenter ça comme s'identifiant purement et simplement au libre choix. Voilà. Alors, ça, oui, moi, en risquant peut-être d'entrer dans un domaine que je ne connais pas très bien, qui est un peu... Je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je voudrais savoir ce que vous pensez de cette équivalence en fait entre concurrence et transparence. Que dans l'économie, et dans l'économie libérale, il ne faut pas trop de transparence. Il y a un secret des affaires qui est constitutif. On le voit bien dans la tradition française, les sociétés doivent publier leurs comptes, alors que dans les chefs d'entreprise se rebellent contre ça. Et il n'y a pas de, donc, et quand on dit quelqu'un comme Stiglitz, que je n'ai pas tout compris, parce que je ne suis pas un économiste, mais dans sa théorie utilitariste qu'elle est présentée par la théorie des jeux, hein, le jeu du couple ou le dilemme du prisonnier, il y a toujours une asymétrie d'information. Dans toutes les situations de concurrence, il y a une asymétrie d'information, il y a quelque chose, une inégalité dans les connaissances du marché du deal à faire, et c'est ça finalement, à la limite, on a même l'impression que c'est cette asymétrie d'information qu'il faut cultiver pour que ça marche et que les affaires puissent se faire.
Donc, d'un certain côté, on cultive la transparence, mais d'un autre côté, la transparence, dans cette tradition-là, aujourd'hui, on dit non, il ne faut pas trop de transparence. Vu que les entreprises publient leurs comptes, les paradis fiscaux, c'est normal, parce qu'il faut bien que ça soit caché. Mais je crois que c'est assez théorisé, cette question de la symétrie de l'information comme moteur de la concurrence. Et donc, il faut la garder. Oui, alors, il n'y a pas d'équivalence entre, si je me suis fait bien comprendre, mais pour moi, il n'y a pas d'équivalence entre concurrence et transparence. Ce que je suis en train de dire, c'est que le discours de la concurrence s'accompagne en général d'une valorisation de l'exigence de la transparence. Alors, toute la question est de savoir de la transparence à l'égard de qui et de la transparence dans quel domaine. Les maîtresses du président, alors, évidemment, ça fait bon du papier. Non, mais ça je ne parlais pas de ça, on puisse essayer de l'interpréter, mais je parlais en effet de ce que vous appelez donc la symétrie d'information. En fait, c'est très simple. La symétrie d'information, c'est une situation qui a été réfléchie théoriquement par un certain nombre de gens. Alors vous faites référence à une certaine économie néoclassique avec en effet la théorie des jeux, mais ça c'est un modèle parmi d'autres. Mais il y a quelqu'un qui est un théoricien néolibéral, qui est Hayek en l'occurrence, qui a beaucoup réfléchi à cette question des asymétries d'information sur le marché, et qui justement a considéré que le meilleur moyen, c'était de faire en sorte que le système des prix fonctionne le plus normalement du monde, qui ne soit pas faussé, parce que les prix étaient des indicateurs qui fournissaient, malgré les asymétries d'information, les informations les meilleures à tous les agents du marché à un moment T. Et que par conséquent, toute la question était de veiller à faire en sorte que les prix jouent leur rôle d'indicateur ou d'informateur. Ça me semble assez important, parce que le même Hayek considère que finalement, il ne peut pas y avoir de marché s'il n'y a pas un système fiable d'indicateurs, c'est-à-dire de prix. Et il considère à ce moment-là qu'à partir du moment où une activité relève de la rationalité du marché, il doit y avoir un système de prix. Donc ça signifie que si par exemple, on revient à la question du fonctionnement de l'État, vous pensez que le fonctionnement interne de l'État relève de la logique qui est celle du marché, il faut qu'il y ait un système de prix. Il faut qu'il y ait en tout cas l'équivalent ou l'analogone d'un système de prix. Et à ce moment-là, l'analogone d'un système de prix, qu'est-ce que ça peut être? Bentham pensait à l'évaluation quantitative, justement, et on peut penser de nouveau à l'évaluation quantitative. Ce que je veux dire par là, c'est que même dans la sphère où il n'y a pas de marché stricto sensu, parce que ce n'est pas une sphère économique dans laquelle on produit des biens qu'on échange, on peut tâcher de faire en sorte que les gens soient incités, du point de vue de leur conduite, à se conduire d'une certaine manière, précisément en faisant en sorte qu'ils aient des indicateurs. Et on peut par exemple considérer qu'une évaluation quantitative du travail fait par différents agents dans un service, du travail fait par tel service en relation avec tel autre service qui s'occupe de la production du même service, du même type en tout cas d'offres, on peut estimer que cette indication-là doit être fournie de telle sorte que les individus puissent se déterminer. Alors justement, en général, on vous présente à ça en vous disant, mais justement, là ils pourront faire œuvre de libre choix, c'est-à-dire se déterminer en toute connaissance de cause, parce qu'ils auront des indicateurs. Et ces indicateurs seront fournis, donc ce sera les équivalents des prix, ce sera les indicateurs de ce que valent quantitativement leurs travaux. C'est assez remarquable, parce que ça montre bien que même s'il n'y a pas de transparence intégrale, il y a une exigence de transparence du point de vue, justement, de l'évaluation comptable. Et c'est assez important, parce qu'on peut parfaitement tolérer, par ailleurs, une certaine opacité dans certains domaines, et puis en même temps exiger des individus, pas nécessairement d'ailleurs de toutes les entreprises, mais exiger des individus qui apparaissent comme étant des acteurs sur le marché, qu'ils se conforment à des règles, au sens où ce sont des règles du jeu, justement. On les présente comme étant des règles du jeu. La plupart du temps, dans un certain discours, la concurrence apparaît comme étant la plus fondamentale des règles du jeu. Donc, si vous jouez, il faut vous plier aux règles, vous avez des règles. Les règles, c'est que vous vous déterminez en fonction d'un certain nombre d'informations. Vous avez une asymétrie d'informations, d'accord, mais pour reprendre le discours de Hayek, vous avez en même temps un système de prix, donc il faut faire en sorte que le système de prix soit le plus efficace possible. Quand vous n'avez pas de marché, mais que vous voulez étendre la rationalité du marché hors marché, ce qui est le grand défi pratique du néolibéralisme, comment vous y prenez-vous? Vous mettez en place un système d'évaluation quantitative pour des activités qui ne sont pas directement marchandes. Et donc à ce moment-là, vous avez une certaine logique.
Plusieurs questions. Oui. Juste, Présentez-vous. Georges Lombard, juge de l'application des peines à Évry. Mais j'ai fait du droit de la concurrence dans une vie professionnelle antérieure. Et justement, je voudrais juste faire 2 observations et vous poser après une question en se positionnant sur le droit de la concurrence. Donc, droit français comme droit européen. Évidemment, il n'y a pas. Enfin, c'est un droit qui ne fonctionne qu'en référence à un marché, au sens économique du terme, qui a un critère finaliste qui est important, qui est l'offre du meilleur produit ou du meilleur bien au meilleur prix. Donc, c'est vraiment déterminé vers cet objectif qui mérite effectivement qu'on s'y consacre et qu'on y consacre tout un droit. Alors, par rapport à la transparence, en fait, historiquement, le droit de la concurrence est né sur le contraire de la transparence. Aux États-Unis, les grands procès anticoncurrentiels dès le XIXe siècle viennent mettre à jour des pratiques qui justement lésaient ce critère finaliste analysé à l'échelle du consommateur. Et c'était vraiment mettre à jour les deux grandes pratiques anticoncurrentielles retenues par le droit, qui sont, mais il n'y en a que 2, l'entente et l'abus de position dominante. Il n'y en a pas 3, il n'y en a que 2. Vous devez l'initier, mais c'est très spécifique. Oui. Une forme d'entente. Mais en matière boursière, on n'est plus en droit, en droit de la concurrence. Ouais. Et effectivement, c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu vraiment une lésion à l'échelle de tout un marché au niveau du consommateur de biens et de services, que les pouvoirs publics et la justice américaine ont brisé finalement la loi du silence pour imposer la transparence. Et on le voit bien aussi dans les affaires, par exemple si on prend le Conseil de la concurrence en France, dont d'ailleurs toutes les décisions, autorités administratives indépendantes, dont toutes les décisions sont curieusement chapeautées par une chambre de la Cour d'appel de Paris, on est à jour des affaires qui avaient été dissimulées à la connaissance de tout le monde, très souvent d'ailleurs en invoquant le secret d'affaires que vous indiquiez tout à l'heure. Donc voilà, les 2 observations c'était ça là, mais alors c'est vrai que je me place au niveau du pur droit de la concurrence. C'est le critère finaliste du meilleur produit ou du meilleur service au meilleur prix à l'échelle du consommateur d'une part, et le fait que l'œuvre du droit de la concurrence a été de percer le contraire de la concurrence. Et puis en fait, j'avais une question, ou plutôt une confirmation. Dans le néolibéralisme, vous avez dit que la corruption était réduite ou assimilée à la pratique anticoncurrentielle. Elle se réduirait à la pratique anticoncurrentielle. Donc, elle est d'abord pensée comme étant une conduite qui fausse la concurrence. Ouais. Et c'est vrai que c'est très corrupteur. Oui. Moi j'ai le sentiment que cette nouvelle raison du monde, que tu as montré l'intelligence, en fait, dans les pratiques mêmes, que cette nouvelle raison du monde comme sélectionne des éléments et donc a un rapport technique à la réalité. Et que ce n'est pas un modèle a priori, mais dans la mesure même où c'est une normalisation a posteriori, c'est-à-dire qui entérine un fait accompli, est-ce que ce n'est pas tout de même un modèle qui laisse de côté justement autre chose que l'intérêt que tu as et qui a été nommé la liberté? Et est-ce que au fond il n'y a pas quelque chose, je pense à Michel Foucault pour autant qu'il a été évidemment un disciple d'abord de Georges Canguilhem, quelque chose qui fait difficulté dans cette conception de la normativité sociale, et que Canguilhem, lui, avait remarqué avait mis en évidence concernant le vivant, qui est l'inventivité de la norme. C'est-à-dire, comment est-ce que, dans ce système-là, quelque chose peut-il surgir qui soit autre chose que l'enregistrement de ce qui a déjà eu lieu? Comment quelque chose peut survenir qui puisse justement
ébranler non pas cet état de choses, mais la façon dont on essaye de réguler cet état de choses à partir de ce modèle. Et je pensais, par rapport à la question de la liberté, au problème, à un auteur que dans l'exposé tu n'as pas cité, qui est Tocqueville, et aussi bien à Simmel, c'est-à-dire des auteurs qui ont mis en évidence la question des associations, comme quelque chose qui, indépendamment de l'association, tout à fait différemment de l'association qui préside à la souveraineté rousseauiste, c'est-à-dire l'association de la souveraineté, l'association du contrat social, des associations qui, par la vie associative, permettent justement de, au fond, court-circuiter la question du moins d'État ou du plus d'État, et peut-être pourrait d'une façon directe ou indirecte s'opposer à ce que j'appellerais quand même, dans ce qui a été décrit là, une forme d'aliénation, à savoir la contrainte de la situation, etc. Alors, que penser de la possibilité dans l'espace public d'existence d'associations qui pourraient en quelque façon faire pièce, sans du tout d'idéal révolutionnaire ni sans idéal de la loi, faire pièce à ce système de régularisation de la moyenne, et qui pourrait peut-être justement au sein de l'espace public faire surgir d'autres normes, c'est-à-dire faire du sujet politique, qui n'est pas un sujet qui soit le peuple, mais du sujet politique quel qu'il soit, en tant qu'il est un sujet de communauté ou de non-communauté, un sujet normatif, c'est-à-dire qui invente de nouvelles normes, comme le vivant invente de nouvelles normes. Donc cette question dans le livre que tu as écrit sur la nouvelle raison du monde, tu parles à la fin des contre-conduites. Seulement ces contre-conduites, évidemment, on voit très bien ce qu'il y a de très très parlant, c'est que l'État devient lui-même partie prenante de l'entreprise, il devient lui-même, c'est comme ça qu'il prouve que ce système, c'est ça la légitimation, c'est que l'État lui-même en fait partie. Mais ces contre-conduites, elles restent quand même terriblement disséminées, parcellisées. C'est-à-dire que la question n'est pas que Foucault n'aurait pas opposé une gouvernementalité de type politique, et qu'il aurait pensé à la fin seulement l'éthique, mais que la gouvernementalité politique qu'il pense est de l'ordre de la résistance. Voilà une question. Oui, on va prendre peut-être. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être un petit peu couplé avec la question de M. Sfez. Par rapport à la situation dans le néolibéralisme, vous dites que voilà, c'est la situation qui est imposée et pas une volonté. Est-ce qu'il n'y a pas un impensé chez Foucault, ce qui rejoint la question du sujet, de qui crée cette situation aussi? Et donc peut-être que là, il y a quelque chose à penser aussi de qui crée la situation et pourquoi, et peut-être dès lors penser, c'est ce qui nous permettrait aussi peut-être de mieux penser en face, j'allais dire, le sujet politique. Pas d'autres questions, oui. Si, un peu écho de ça. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un coup d'anti-État? Est-ce que la corruption la corruption des fonctionnaires ou la corruption des élus n'est-elle pas le symptôme du fait que, sous couvert d'une opacité jamais autant épaisse qu'actuellement, il y a, et au nom d'une concurrence faussée, et pour servir une concurrence faussée, il y a des acteurs qui, dans un moment historique donné, ont pris les commandes du pouvoir, y compris celles que représentait l'État. Est-ce que c'est pas là qu'il y a la rupture par rapport à l'utilitarisme de Bentham?
Est-ce que ce moment historique de la fin des années 80, et qui correspond à plein d'autres indicateurs macroéconomiques très spectaculaires, par exemple la croissance fantastique des paradis fiscaux, n'est pas en réalité, d'un point de vue strictement politique, un coup d'État qui serait un coup de... Et que ça serait ça, la vérité de l'ultralibéralisme, qui nous jetterait aux yeux une poudre idéologique, y compris fondée sur des appels presque en dessous de la ceinture, ça, appelant l'individu, enfin appelant la pulsion de l'individu, une sorte de poudre aux yeux qui inverserait les valeurs affichées dans la réalité de son fonctionnement. C'est-à-dire de mafias qui, par exemple, dans des grands services de l'État, servent les seigneurs, au sens quasiment féodal, pour piller la richesse collective, la richesse commune, qu'elle soit matérielle ou immatérielle d'ailleurs. C'est un peu, je dis les choses un peu violemment, mais c'est une question quand même. Anne-Lorraine, une Si observation. c'était plutôt une petite demande d'éclaircissement, c'était déjà beaucoup de questions, mais j'avais le même sentiment sur le fait qu'il y a un choix qui s'opère et qu'on laisse des choses de côté, donc de même qu'on réduit la liberté au libre choix ou au calcul de l'intérêt, en laissant peut-être de côté d'autres définitions plus inspirantes. J'étais très intéressée quand vous avez dit à un moment, quand on pense le marché, on pense la concurrence, mais est-ce qu'il y a des antidotes à ça dans le libéralisme classique, justement, c'est-à-dire chez Smith ou chez Ferguson, il y a une pensée du marché qui ne réduit pas le marché à la concurrence, que la liberté ne soit pas réduite au libre choix et que le marché ne soit pas réduit à la concurrence, qu'on lui restaure ses autres caractéristiques, peut-être pour lutter contre ce que vous nous décrivez, que je trouve assez terrifiant, à vrai dire. On reste un peu glacé à la fin de l'exposé. Voilà. Alors, moi, j'ajouterais une dernière question avant de se laisser. Non, ce serait par rapport au vitalisme. C'est-à-dire que, dans le fond, est-ce que c'est pas. Comment dirais-je, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu d'un nouveau vitalisme, dans cette sorte de quelque chose qui ne se justifie que de soi-même et qui interdit toute autre réflexivité par rapport à lui-même? Bon, je peux peut-être commencer par la dernière question, mais je ne pense pas. Je ne pense pas parce que il arrive, certes, à certains discours néolibéraux d'invoquer le pouvoir qu'a la vie, de se régénérer, de se transformer, de se renouveler. Et il leur arrive d'invoquer ce pouvoir-là en le retournant contre ceux qui, justement, sont attachés à l'opposition, font preuve d'immobilisme, etc. Donc, ça existe. Mais je ne dirais pas, enfin, ça dépend ce que l'on entend par vitalisme. Si c'est une construction théorique aboutie, alors certainement pas. Parce que, certes, il peut leur arriver d'invoquer le pouvoir qu'a la vie de se renouveler, mais on n'a pas affaire à un discours du type de celui qui, par exemple, a été mis au point au XIXe siècle. Il s'agissait essentiellement de Herbert Spencer, où alors là, vous aviez un vitalisme, un vrai vitalisme, où la concurrence était présentée comme la loi de la vie. Alors, il arrive encore à certaines personnes de dire ça, mais on ne peut pas dire que le discours néolibéral présente la concurrence comme étant la loi de la vie, parce qu'il y a un certain nombre de textes, et y compris d'ailleurs de références, qui montrent que pour beaucoup de néolibéraux, ça n'est pas du tout quelque chose de spontané, c'est quelque chose de construit. Donc vous avez des gens qui, au contraire, tiennent à affirmer le fait que la concurrence, c'est quelque chose de construit. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention. Il faut bien faire attention à cet égard. Ça va encore plus loin que Bentham. C'est-à-dire que Bentham disait il y a des actes spontanés, mais la spontanéité, finalement, il faut construire les conditions pour qu'elle joue à plein. Les néolibéraux, et en particulier les ordolibéraux allemands, ont affirmé d'emblée que l'État avait à œuvrer à la construction de la concurrence. Donc c'est vraiment un État, je ne dis pas que c'est un État ingénieur, mais c'est un État qui a un rôle de construction tout à fait avéré, tout à fait légitimé, et absolument pas justement le rôle finalement du veilleur de nuit qui se contente de réprimer ou d'arrêter les voleurs ou les bandits ou les brigands, parce que ça c'est pas du tout une représentation qui convient justement à ce rôle actif de l'État. Donc ça c'est un point qui est assez important, donc je ne dirais pas, je parlerai pas de vitalisme.
Mais j'en profite, je reviendrai après aux autres questions pour mettre en relation cette notion de vitalisme avec ce que tu as dit sur la normativité vitale. Alors effectivement, Foucault a été très très impressionné par l'enseignement de Canguilhem, et en particulier par ce que Canguilhem a pu dire sur la normativité biologique. Mais justement, je crois qu'il a conscience d'une différence entre normativité sociale et normativité biologique, c'est-à-dire qu'en effet, chez Canguilhem, la normativité biologique, ça révèle un pouvoir qu'a la vie de produire et d'inventer sans cesse des normes. Et Canguilhem prend l'exemple de la maladie en disant que justement, c'est une situation qui montre que la maladie justement n'est pas quelque chose qui est de l'ordre d'une déficience ou d'un raté de la vie, c'est au contraire ce qui dans la vie témoigne du pouvoir normatif de la vie, parce que la maladie elle-même constitue une norme. C'est intéressant d'ailleurs tout ce passage des leçons de Canguilhem sur la normativité vitale. Donc il y a un pouvoir, il y a une productivité, pour le dire en effet, en utilisant un terme auquel tu pensais, il y a une productivité qui est celle du vivant et une productivité de la vie. Et on peut même dire que ça va plus loin que chez Canguilhem, la vie est productivité et invention normative. Voilà. Alors qu'en est-il de la normativité sociale? En tout cas, si on se réfère à la façon dont Foucault pense la normalisation, il est évident que c'est pas de ce côté-là que peut venir la productivité ou l'inventivité. Est-ce qu'il a raison? Voilà. Alors voilà, est-ce qu'il a raison? Possibilité d'une normativité sociale. Bon, lorsque Canguilhem pense, lui, la résistance, par exemple, des ouvriers au taylorisme, puisque c'est l'époque où c'est le taylorisme, c'est pas du tout le néolibéralisme, il a tendance à considérer que la résistance peut être comprise à la fois socialement et biologiquement. Donc il a tendance, lui, à considérer que la résistance elle-même, donc les pratiques de résistance, à l'imposition d'une certaine logique de type tayloriste, ces pratiques de résistance témoignent d'une réactivité qui n'est pas purement négative, mais qui consiste à affirmer un certain nombre de normes nouvelles, de contre-normes. Donc, est-ce qu'il a raison ou pas? Est-ce que la normalisation sociale, telle que Foucault la pense, permet d'entrevoir la possibilité d'une production de nouvelles normes sur ce terrain-là? Je ne pense pas. Est-ce que ça interdit de penser que de nouvelles normes puissent surgir? Absolument pas. Mais à ce moment-là, voilà, ce que tu disais, voilà, c'était sur les contre-conduites, donc l'aspect, en effet, un petit peu, l'aspect presque réactif, hein, en ce sens que dans contre-conduite, il y a contre. Donc le fait que ça apparaisse comme étant d'abord et avant tout justifié par un certain pouvoir. Bon, alors, à cet égard, c'est vrai qu'une des limites de la pensée de Foucault, c'est le fait qu'il pense la simultanéité du pouvoir et de la résistance au pouvoir. Ce que je veux dire par là, c'est que, contrairement à ce que d'aucuns disent, il n'y a pas chez lui de primauté du pouvoir, il n'y a pas non plus, comme chez par exemple Tony Negri, de primauté de la résistance. Il y a une simultanéité de la résistance au pouvoir et du pouvoir, parce qu'il considère que le pouvoir est d'essence relationnelle, et que par conséquent, il ne peut pas y avoir de pouvoir sans résistance au pouvoir, que ça fait partie même de la nature du pouvoir que d'impliquer une résistance par rapport à lui-même. Voilà. Donc ça, c'est tout à fait juste. Alors c'est une des limites parce que ça lui interdit de penser l'histoire autrement que finalement dans les termes d'une opposition perpétuelle entre résistance et pouvoir. Et donc à ce moment-là, c'est effectivement la productivité de la résistance. Alors, ce qui est en question, c'est la capacité de la résistance à produire des normes. Alors on fait une sorte d'échappée un peu timide tout à fait à la fin de la nouvelle raison du monde, puisqu'on parle d'une autre gouvernementalité, on parle d'une autre rationalité, et le livre se termine par raison du commun. Alors le commun est le titre de l'ouvrage que nous publions fin mars, et donc qui est un prolongement de la réflexion donc, de la nouvelle raison du monde, où il s'agit de définir justement les contours de cette nouvelle rationalité, et donc à ce moment-là, d'indexer un petit peu les pratiques de résistance à une nouvelle rationalité. Voilà, donc à ce moment-là, il est question en effet de normes, pas de normes au sens où on en parle lorsqu'on dit normalisation, ou même lorsqu'on parle de normation, mais de normes au sens de règles. Ce que je veux dire par là, c'est que la résistance, pour être véritablement, je reprends un mot de l'adversaire, efficace, doit être capable de produire des règles. Et il me semble que la résistance qui n'est pas capable de produire des règles témoigne directement de ses propres limites, et que justement c'est sur le jeu de la puissance d'édicter ou de produire de nouvelles normes que dans une très large mesure se situe, disons, le
point, à mon avis, d'amorçage ou d'ancrage des pratiques de résistance, des pratiques de contre-conduite. C'est cette capacité-là. Alors la question est de savoir comment. Tu faisais référence donc à la logique qui est celle des associations au pluriel. J'ai apprécié le fait que tu dises association au pluriel, parce qu'il y a une pensée, sinon il y a des pensées de la grande association, même chez Durkheim. Donc, oui, tout à fait. Non, bon, je ne pensais pas du tout en il y a des pensées de l'association en général, au sens contractuel, par exemple chez Rousseau, mais il y a en effet une pensée. Alors, ce qui me semble intéressant dans la voie que tu indiques, c'est la pluralité des associations comme pluralisation de l'espace public. C'est-à-dire que ce qui me paraît prometteur et important, c'est le fait qu'on ne se contente pas justement d'une sorte de face-à-face entre l'individu, donc une sorte d'atome juridique qu'on appellerait le citoyen, et puis l'État au-dessus, comme s'il s'agissait finalement d'enfermer toutes les relations à l'intérieur de cela et de constituer l'espace public avec ce face-à-face. Et la pente de la pensée politique et juridique française, ça a été pendant très longtemps, d'enfermer la sphère publique dans une relation binaire de face à face. Pas Tocqueville. Entre... Pas Tocqueville, non mais Tocqueville est justement à cet égard tout à fait à part, c'est vrai, tout à fait à part. Mais donc je pense qu'en effet, il faut chercher la solution du côté de la pluralisation de l'espace public. Ça, j'accorde ça tout à fait. Hein, je pense que c'est de ce côté-là qu'on pourrait trouver une forme de gouvernementalité et non pas simplement des lieux de résistance. Oui, bien sûr, mais je suis d'accord. Simplement, j'aurais tendance, dans la notion de public, à faire la part de ce qui relève de l'universel, c'est-à-dire du commun, et ce qui relève de la domination étatique. Et c'est la raison pour laquelle... De la domination étatique. Oui, la notion de public est très ambiguë, telle que nous l'avons héritée d'ailleurs du droit romain, puisque dans le droit romain, lorsqu'on parle du public, d'accord, mais souvent c'est en relation très directe avec l'État, on parle de la guerre publicus, à ce moment-là on parle de la République elle-même, on parle de la guerre, voilà, on parle du domaine public, de ce qui appartient à l'État. On parle de... Bon, donc voilà, le public c'est quelque chose d'assez vaste et d'assez équivoque. Et on parle de civique. Oui, l'importance de la zone justement. Mais on parle du public au sens aussi de signifier, justement, ça peut rejoindre la discussion sur la transparence ou l'opacité, parce qu'on parle du public au sens de ce qui est manifeste, la publicité de ce qui est manifeste par opposition à ce qui est caché dans la sphère du privé. Donc vous voyez, la notion de public, en fait, c'est une notion qui, contrairement à ce que sa définition pourrait donner à entendre, en particulier en France, est une notion assez complexe, très équilibrée. Alors notre idée, ce serait plutôt, dans un esprit qui va, en tout cas dans ce sens de la pluralisation de l'espace public par la constitution d'associations, ça serait plutôt de réinsuffler du commun dans le public. C'est-à-dire de faire en sorte que ce qui, dans le public, relève de ce qui est vraiment commun à tous, soit davantage honoré qu'il ne l'est actuellement. Dans le régime juridique qui est celui du public, par opposition au privé, il y a quelque chose qui peut être discutable, et c'est d'autant plus discutable aujourd'hui que c'est le public qui se transforme de l'intérieur, le public au sens étatique du terme. C'est-à-dire qu'en effet, et j'en viens là à une des autres questions qui a été posée, je dirais que je ne reprends pas à mon compte le coup d'État, mais en revanche, ce que je suis tout prêt à reconnaître, et avec Christian on le dit dans la Nouvelle Raison du Monde, c'est que toutes ces transformations ont été faites à l'initiative des États. Et donc il y a une grande hypocrisie aujourd'hui à entendre des gens dire « nous sommes les victimes de la toute-puissance du marché », comme si ce n'était pas les États, je ne supporte pas moi non plus ce genre de discours, comme si ce ne sont pas les États qui, à la fin des années 70 et au début des années 80, avaient pris d'eux-mêmes l'initiative de mettre en place des dispositifs, ça peut être le cas pour les banques, par exemple, il faut quand même considérer aussi ce qui s'est passé à cette époque-là, et donc comme s'ils n'avaient pas pris l'initiative eux-mêmes de mettre en place des dispositifs qui ont conduit à ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc de ce point de vue-là, je suis tout prêt à reconnaître que, vous savez, il y a un dialogue de Platon qui s'appelle le Sophisme, dans lequel il est question du gigantomachie, c'est-à-dire d'un combat entre les géants, il y a les fils de la terre et les amis des formes. Bon, là, il y a dans un certain discours assez convenu, il y a une nouvelle gigantomachie qui est le marché d'un côté et les petits États tout faibles, les nations. Qui disent, ou les nations, ou autre chose, qui disent, mais nous sommes trop faibles, nous sommes... Alors qu'en fait, ils nourrissent leur propre impuissance de la puissance qu'ils ont eux-mêmes construite. Donc, je veux dire par là qu'il y a un discours en forme de spirale comme ça, qui est assez dangereux, avec lequel il faut rompre, parce que sinon, il est difficile d'ouvrir une quelconque voie. Donc, de ce point de vue-là, je suis absolument prêt à reconnaître, en effet, que ça s'est fait à l'initiative, que ce n'est pas les marchés qui ont pris le pouvoir, mais que ce sont les États qui ont donné
au marché de plus en plus de Et c'est leur puissance oblique. Complètement, exactement, c'est leur puissance oblique, ce qui est la raison pour laquelle aujourd'hui, vous avez, il faut quand même réfléchir à ça, parce que c'est important pour la situation dans laquelle nous sommes, vous avez une sorte de partage du travail entre les États et les institutions, les grandes firmes, les grandes entreprises multinationales, qui est un travail de coproduction des normes, de coédiction des normes. Il faut se rendre compte que ça se produit pour les banques, ça se produit pour d'autres choses sur le plan de l'économie mondiale, et c'est quand même quelque chose qui doit nous interroger, parce qu'un travail de oui, bien sûr, bien sûr. Mais la coédiction des normes et cette espèce comme ça de coédiction publique-privée, vous voyez que c'est pour ça que la notion de public, alors là, pour le coup, elle se trouve sinon totalement vidée de sa substance, du moins il y a un des aspects qui est conservé, c'est effectivement qu'il s'agit de l'État. Mais toute la question est de savoir quel est le rôle pratique qui est joué par les États aujourd'hui. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que là, il y a un changement qui est assez considérable. C'est ça, donc il faudrait en fait dessouder la notion de commun de celle d'État. Oui, voilà, exactement. Il faudrait désétatiser le public, c'est-à-dire à ce moment-là, arriver à un point où le public se confond avec le commun. Mais je vous remercie beaucoup, c'est très intéressant cette question du commun, et c'est vrai qu'on le voit, il y a un problème en plus spécifiquement français. Par exemple, quand on dit les libertés publiques, oui. Alors les Anglais, un esprit anglo-américain politique, des libertés publiques, non, des libertés civiles, pas des libertés publiques. Donc il y a une réflexion à avoir entre le public, le commun, le civique et le civil, qui sont des notions qui se rapprochent et qui sont, à mon avis, c'est une réflexion qui devrait être, et pour laquelle les juristes ne nous aident pas beaucoup, parce qu'ils montent à la confusion, souvent. Oui, enfin, dernière chose sur... je terminerai là-dessus, mais je suis donc tout à fait d'accord pour reconnaître qu'il y a une initiative des États. Je serais réservé à l'égard de la notion de coup d'État. Parce qu'un coup d'État qui serait dirigé contre l'État, c'est une notion qui demande à être peut-être réélaborée. Initiative des États tendant à céder davantage de part dans la production et l'édiction des normes à des institutions privées, ça, sans aucun doute. Ça, je suis tout prêt à accepter. Ce qui me gêne dans le coup d'État, c'est qu'on a l'impression, c'est par exemple le cas du livre de Naomi Klein, lorsque il est question de la stratégie du désastre, on a l'impression que c'est vraiment un complot ou une conspiration. C'est-à-dire que, et je dois dire qu'à cet égard, je suis assez réservé. C'est pas parce que vous avez une conjonction des initiatives pratiques et des échanges d'expérimentation qui vont dans le même sens entre les années 80 et les années 90 que vous avez véritablement une stratégie mondiale élaborée par un petit groupe avec la volonté de prendre le pouvoir partout et d'opérer justement quelque chose comme un coup d'État. Enfin, en tout cas, donc je suis content de savoir que c'est pas du tout ça. Non, pas mais ça. Parce que coup d'État, alors c'est peut-être la formulation, mais coup d'État, ce qui me gênait, c'est ça. La sociologie dit autre chose. Oui, peut-être. Ce spectacle-là. Mais oui, peut-être, c'est vrai. Mais quand je pense à Naomi Klein, parce que je pense à l'école de Chicago, à Milton Friedman, et par conséquent à ce qui a été fait au Chili dans les années 50-60, en tant que c'était interprété par d'aucuns introspectivement comme préparant non seulement le coup d'État de Pinochet, mais ce qui allait bien ensuite avec le néolibéralisme. Voilà, donc je serais assez réservé. Bon, Foucault utilise la notion d'intentionnalité sans stratège, qui est une notion assez difficile, mais intéressante en même temps, parce qu'il y a de l'intentionnalité, mais il n'y a pas de grand stratège. Ça aurait plutôt tendance à me raccrocher à cette idée-là, plutôt qu'à celle de coup d'État. Et puis, entièrement d'accord avec la question du droit de la concurrence. C'est en général ce qui fait que c'est présenté comme étant au service de la souveraineté du consommateur. Oui, c'est exactement ça. En tout cas, merci beaucoup. Merci.